G'day, ici Nico Wild pour un nouveau Paléo Landscape et aujourd'hui, c'est avec une joie non dissimulée que je vous annonce mon arrivée dans l'association Paléosphère. Association sur internet de vulgarisation scientifique centrée sur la paléontologie. J'espère pouvoir me rendre utile dans l'assaut malgré mon petit problème de localisation géographique et la qualité relative de mes vidéos. Mais bref, quoi de mieux pour fêter cette adhésion qu'un bon vieux Paléo Landscape et pas des moindres, parce que pour la première fois dans la série, nous quittons le Mésozoïque. Je vous souhaite donc bienvenue dans l'ère Cénozoïque et plus particulièrement bienvenue dans l'âge de glace. De toutes les ères de l'histoire de notre belle planète, le Cénozoïque reste ma préférée, suivi de vraiment pas loin par le Mésozoïque. Et le Paléozoïque? Un peu moins intéressant pour moi, je vais être honnête. Je disais donc, on remonte pas très loin dans le temps, seulement quelques milliers d'années en arrière, durant la dernière période glaciaire, à la découverte d'un animal disparu depuis finalement assez peu. Direction, pas très loin finalement, puisqu'on va en Europe. Il y a pas très longtemps, au hasard il y a 20 000 ans, en plein durant la dernière glaciation du Pléistocène. Alors je tiens à préciser que durant la vidéo, je vais également appeler cette période ère glaciaire, même si ça n'emporte pas le nom dans la strate chronostratigraphique. À cette époque, les continents qu'on connaît aujourd'hui sont très... Ah non, en vrai ça va. Vu qu'on est beaucoup moins loin dans le temps que le Mésozoïque, le monde a à peu près la même tête que maintenant, au détail près qu'on se l'épelait sévère. La température mondiale durant l'âge de glace était de 7 degrés Celsius en moyenne, avec à certains endroits, comme l'Europe au hasard, jusqu'à 14 degrés Celsius en moins par rapport à la moyenne des températures pré-industrielles. Par comparaison, aujourd'hui la moyenne c'est de 15 degrés annuels, et l'hiver européen peut se révéler assez rude. Imaginez donc à l'époque. De plus, les glaciers polaires arctiques s'étendaient jusqu'au nord de l'Allemagne et de l'Angleterre, recouvrant jusqu'à l'entièreté de la Pologne en Europe. Avec ce climat assez craqué vient bien évidemment des environnements aujourd'hui modifiés et disparus. Typiquement, l'Europe n'était pas recouverte de forêts comme elle était censée l'être, mais de plaines particulières, appelées les steppes à mammouth, à cause de ses habitants. Ces plaines herbeuses de climat très froid étaient très propices pour les animaux qui y vivaient, les mammouths en première ligne. À partir de 40 000 ans environ, une espèce bizarre y a élu domicile, Homo sapiens, et essaye de s'adapter comme il peut et de survivre aux hivers de cinglés. Une de leurs idées pour ça est de s'abriter à proximité de grottes. Elles vont leur permettre de laisser libre cours à leur fibre artistique, qui consiste généralement à dessiner ce qui les entoure, y compris les animaux. Ils sont nombreux, mais je vais me concentrer sur celui-ci, celui-là m'a l'air bien. L'habitat de cet animal est finalement assez vaste, mais je propose qu'on se dirige vers un endroit où on l'a retrouvé en abondance. L'Irlande, également appelée l'île d'Émeraude. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas qu'on en a retrouvé plein, qu'il a une connexion particulière avec le pays, et parce que c'est moi qui décide quand même. Flash forward en 1695, où le physicien irlandais Thomas Molineux décrit un crâne doté de gigantesques bois, trouvé à Dardistown, comté de Louth, en Irlande. Crâne aujourd'hui, holotype de l'animal. Naturellement, les bois furent rapidement associés à l'orignal américain, donc l'élan, et Molineux en conclut que l'élan était autrefois très commun en Irlande, mais qu'ils ont disparu il y a longtemps, comme en témoigne la forte concentration de ces fossiles dans les tourbières irlandaises. Ce n'est que 100 ans plus tard que Johann Friedrich Blumenbach nommera Alcée gigantea, à partir des fossiles trouvés dans ces tourbières. Vu que ces derniers n'étaient connus que d'Irlande, on pensait que l'espèce était endémique, le octroyant le surnom d'élan irlandais. En 1812, le bon Georges Cuvier a documenté ce cerf comme appartenant à une espèce de cervidés qui n'existe plus de nos jours, et qu'il désigna, et je cite, le plus célèbre de tous les ruminants fossiles. Ce qui est limite encore vrai aujourd'hui. Cet animal sera nommé par son nom actuel en 1828, par Joshua Brooks, après relecture des règles de nomenclature, en reprenant un vieux nom employé par Blumenbach. La suite est un sacré bordel. Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Richard Owen, littéralement l'inventeur des dinosaures, a renommé l'animal avec un autre nom proche, mais pas pareil, en pensant être une autre espèce. Brooks, qui nomme l'animal non pas avec 2 mots mais une phrase complète, qui sera acceptée en plus,
Adrian Lister en 1987 a contredit plusieurs vieilles publications pour ramener le nom original. En 1871, c'est le genre de Owen qui est utilisé et il va falloir attendre 1989, presque 300 ans après la découverte et description du premier crâne, que l'animal reçoit enfin son nom actuel de grande corne géante. En grec, Megaloceros giganteus. Megaloceros est un genre de cervidés de très grande taille qui vivait dans toute l'Eurasie durant le Pléistocène et l'Holocène. Ce genre contient plusieurs espèces qui sont particulièrement différentes, mais je vais rester sur l'espèce principale, la mieux et la plus connue, Megaloceros giganteus. Ce dernier porte de nombreux autres noms. On retrouve entre autres Megaceros, une tentative de nom vernaculaire dérivé du nom scientifique de Owen, que je trouve personnellement pas ouf. On a également le nom de cerf des tourbières suite à la découverte des premiers fossiles, et mon préféré, élan irlandais. Cependant, aussi classe que cette appellation soit-elle, elle est fausse de A à Z. Premièrement, malgré ce que ces bois peuvent faire penser, il n'est en rien relié à l'élan. Son extinction étant très récente, on a pu faire des tests ADN, et il s'avère que ses proches cousins incluent le cerf élaphe, le cerf principal d'Europe, et encore plus proche, le daim. Et oui, ce cervidé, pourtant assez petit, est bel et bien le cousin actuel le plus proche d'un des plus grands cerfs de l'histoire. D'ailleurs, c'est fun. Le daim est l'animal national de l'Irlande. C'est pas mal ça comme rapprochement. Et justement, deuxièmement, comme le daim, le mégalocéros n'est pas confiné à la terre de Saint-Patrick, mais était en réalité particulièrement répandu dans toute l'Eurasie. Depuis ses découvertes, de nombreux fossiles ont été retrouvés du nord de l'Espagne jusqu'à la Chine, en passant par l'entièreté de l'Europe et de la Russie. Ce surnom d'élan irlandais est juste une relique d'un temps où on pensait qu'un élan vivait en Irlande. Tout ça à cause de ces bois et de la première découverte. J'arrête pas de dire depuis tout à l'heure qu'il est grand. Mais il est grand comment, le cerf ? Eh bien, selon les estimations, il faisait un peu plus de 2 mètres au garrot et jusqu'à 3 mètres avec sa tête bien relevée. Le détenteur actuel du record, l'élan, encore lui, a comme record 2,33 m au garrot, de taille comparable à celle du mégalocéros moyen. Et si vous avez déjà vu un orignal, vous savez que c'est un monstre. Mégalocéros se place donc deuxième pour le titre du plus grand cervidé de tous les temps, dépassé de pas grand chose par Cervacès latifrons avec 2,40 m au garrot. Physiquement, il ressemble au cervidé moderne, avec comme différence principale une petite bosse sur le dos, cette dernière devant servir à stocker du gras pour l'hiver, et des pattes parfaitement adaptées pour la course dans de grands espaces. Mais la caractéristique majeure du Megaloceros giganteus, ce sont ses bois. Ils sont énormes, mesurant parfois jusqu'à 4 mètres d'envergure pour les plus grands et pesant jusqu'à 40 kg. Il est les plus étendus de son genre et de tous les cervidés ayant jamais existé. Les autres espèces de Mégalocéros en ont des bien plus petits, mais assez bordéliques, comme celui-ci, ou bien celui-là. De toutes les espèces du genre, c'est Giganteus qui était le plus répandu, les autres vivant surtout en Europe de l'Ouest. Pour finir, Megaloceros fait partie de ces espèces disparues dont on connaît les patterns de sa robe. Mais pas grâce à des fossiles exceptionnellement bien préservés, mais avec des observations humaines directes. Les peintures rupestres des hommes, majoritairement françaises d'ailleurs, retranscrivent ma foi assez bien l'apparence de l'animal, de son vivant. On sait donc grâce à nos ancêtres que le cerf des tourbières avait un ventre plus clair que son corps, comme pour beaucoup d'animaux, et surtout qu'il avait une rayure courant sur son dos jusqu'à sa bosse, puis qui redescend le long de son flanc jusque devant sa patte arrière. Ce qui fait donc un logo Nike inversé. Il en possédait également une en collier à la base de son cou. Des études environnementales en comparaison avec les cerfs modernes lui affublent également un cou et une tête plutôt clairs. Megaloceros giganteus vivait donc en Eurasie durant le Pléistocène, soit pendant la dernière glaciation. Il appréciait tout particulièrement les grandes steppes, les plaines et les forêts ouvertes. Les restes en Irlande nous indiquent aussi qu'entre les glaciations, il pouvait vivre dans un environnement un peu plus marécageux, comme des tourbières, même si bien moins à l'aise. Il faisait partie de ce qu'on appelle la mégafaune, eurasiatique en l'occurrence. La mégafaune est l'ensemble des animaux de grande taille d'un milieu, visible à l'œil nu et mesurant plus de 80 mm, selon la définition.
Ce terme est le plus souvent utilisé pour parler des grands mammifères, bien qu'on y trouve également oiseaux et reptiles. Il y en a à peu près une par continent, donc 4, dont une toujours vivante. Toujours debout. Les autres se sont majoritairement éteintes à la fin de l'ère glaciaire. Pour l'Europe, il nous reste le renne, le bison européen et l'ours, avec d'autres encore mais un peu plus petits, dont voici une liste non exhaustive. La seule encore debout aujourd'hui est l'africaine, qui est finalement censée être une norme mondiale en termes d'animaux et un reflet de ce qu'était notre mégafaune. Car en effet, on retrouve un remplaçant européen en Afrique. L'Afrique à l'éléphant, nous avions le mammouth laineux. L'Afrique à 2 rhinocéros, nous avions le rhinocéros laineux et l'élasmotherium. L'Afrique a des lions et des hyènes, nous avions les mêmes, mais des cavernes, bien qu'ils n'y vivaient pas la plupart du temps. L'Afrique à l'autruche, nous avions une autruche. Hippo, bovin, antilope, on avait tout. Tout sauf la girafe. Mais les cerfs faisaient complètement l'affaire. Et Mégalocéros était l'un d'entre eux. Il passait son temps à brouter l'herbe fraîche dans les plaines avec son troupeau et à échapper aux prédateurs, comme les loups, les lions ou les hommes. L'avantage d'étudier des animaux du Cénozoïque, donc souvent apparentés à des espèces modernes, c'est que c'est assez simple d'imaginer leur mode de vie, régulièrement assez proche de leurs cousins. Dans le cas du cerf des tourbières, le schéma d'une harde de daims ou de cerfs est sans doute le plus probable. Daims et cerfs vivent en harde de manière assez similaire, mais je vais prendre l'exemple du cerf élaphe pour transposer sur Mégalocéros. Donc, il existe plusieurs types de hardes. Mâle seulement, femelle seulement et mixte, mais toujours avec un individu dominant. Lors du rut, les mâles rejoignent les femelles et ça donne donc à 2 choses. Bramer et se taper. Le brame du cerf élaphe, c'est ça. Et celui du daim, c'est ça. J'ai donc décidé de mettre mes skills inexistants à exécution et de produire le son hypothétique d'un mégalocéros par moi-même. Ce brame signifie aux femelles que le mâle est prêt à perpétuer sa lignée, et aux mâles que cette harde est sa propriété et qu'il ferait mieux de dégager de sa pelouse s'ils ne veulent pas se faire éclater la tronche. Ce qui nous amène au combat. Et c'est à ça que servent leurs bois. Tête contre tête, c'est un test d'endurance qui peut se solder par la mort par épuisement d'un ou des 2 individus. Heureusement, seuls les mâles de taille et de ramure comparables s'y adonnaient. S'il y avait trop de différence entre 2 individus, celui avec les plus petits bois laissait place aux plus grands. Ce comportement favorise techniquement une taille plus grande des bois chez le mégalocéros via sélection sexuelle. Pour ça, on vous renvoie également à la vidéo sur Pteranodon. Le vainqueur pourra s'approprier plus de femelles et au fur et à mesure la harde complète, qui chez le cerf élaphe peut aller jusqu'à 60 biches. Combien? Harem qu'il devra à son tour défendre. Après, ça peut être très compliqué avec des mâles sournois qui viennent féconder une femelle quand l'autre ne regarde pas, par exemple. La saison de reproduction chez le cerf élaphe est début automne, pour que la femelle passe sa gestation en hiver et mette bas au printemps, afin que le faon ait de quoi bouffer à la naissance. Cependant, en voyant les conditions de l'ère glaciaire et la taille de l'animal, la période reproductrice de Mégalocéros aurait pu être plus tôt, et la gestation plus longue, pour les mêmes raisons. Une fois la période de reproduction terminée, les 2 sexes se séparent, les mâles perdent leur bois qui repousseront le long du printemps et de l'été, pendant que les femelles élèvent les petits et le cycle annuel recommence. D'ailleurs, l'homme utilisait les bois tombés du cerf pour faire des outils ou des rituels. On le sait grâce à des restes retrouvés dans des grottes, ou à proximité de campements. Mais tout ça prendra fin un jour ou l'autre, et laissez-moi vous raconter comment. D'habitude, je passe assez vite sur les raisons de l'extinction des animaux dont je parle. Mais là, on va y rester un peu plus car il y a une théorie intéressante. Mégalocéros giganteus s'est éteint il y a 8000 ans environ pour la majorité de la population, après la fin de la dernière glaciation, en même temps qu'une bonne partie de la mégafaune eurasiatique. Certains restes datant jusqu'à 5000 ans, avant Jésus-Christ, ont été retrouvés dans des coins isolés.
Les raisons principales suspectées sont le réchauffement climatique, qui a entraîné la disparition de ces pâturages au profit de forêts, et la chasse par l'être humain qui lui a donné le coup de grâce. Mais une théorie un peu farfelue a émergé en 1990 concernant sa disparition. Selon certains scientifiques, les bois des mégalocéros mâles étaient si étendus à cause de la sélection sexuelle qu'ils auraient entraîné des problèmes pour l'animal. Entre autres, ils auraient demandé plus d'énergie et de ressources aux mâles, ce qui devait manquer en fin de glaciation, surtout s'il ne pouvait plus y avoir accès. Ils auraient également gêné pour la locomotion dans des milieux moins ouverts comme les forêts, dont la surface augmentait justement en Eurasie suite au réchauffement climatique. Bien que cette théorie n'ait pas de fondement concret, ça a au moins le mérite d'expliquer un phénomène dont on ne connaît pas toutes les causes, en plus d'être assez logique suivant les conditions environnementales de l'époque. Dans les médias, quand on a besoin d'un cerf disparu, Mégalocéros est le premier en tête, et de loin, suivi par Eucladocéros et Servalcès depuis assez peu. Il est connu depuis vachement longtemps, et on a plein de restes de lui. La première itération de Mégalocéros dans la pop culture est de 2001, dans 3 documentaires, tous sortis de la même année. Land of the Mammoth et Extinct, dont j'ai jamais entendu parler avant. Mais le troisième est bien plus connu. Je vous ai déjà parlé de Sur la Terre des dinosaures à de multiples reprises. Eh bien, sachez que c'est le premier de ce qu'on appelle la trilogie de la vie, qui retrace l'évolution de la vie de la Terre du Cambrien à nos jours. Un sacré voyage, vous en conviendrez. Le deuxième de ces documentaires, et mon préféré au passage, est Sur la Terre des monstres disparus, Walking with Beasts en anglais, qui dédie une petite minute de gloire à notre cerf en montrant un combat entre 2 mâles, malheureusement interrompu par des hommes qui en chassent un des 2. Et je suppose que son apparition dans Sur la Terre de nos ancêtres ne doit pas être bien vue. Un film dont j'avais repéré le trailer il y a un moment, Riverdance, tourne autour d'un gamin qui doit protéger des cerfs magiques d'un chasseur pour que leur danse magique garde les rivières à flot pour éviter que la Terre d'émeraude ne dépérisse. Et si vous vous demandez ce que ça a à voir avec la vidéo, je laisse le chef des cerfs vous le dire en personne. Je m'appelle Patrick. Je suis un Mégalocéros giganteus. Ah oui, et vous êtes taillé les bois aussi. Enfin, la série Primal de Genndy Tartakovsky nous les montre brièvement dans une plaine, dans le 3e épisode de la saison 2, qui se font bien évidemment chasser par les hommes. Innovant. Il s'en sort un peu mieux dans les jeux vidéo, Jurassic en première ligne. Bien sûr, dans les 3 éternels classiques, Jurassic Park Builder, Jurassic World The Game et Jurassic World Alive, j'ai d'ailleurs un peu de mal avec les interprétations dans ces jeux. Surtout la forme globale des bois. Ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux de Builder, de manière assez peu surprenante, car il est très bien fait, et ce concept art de Alive. Ensuite, Ark aussi a un mégalocéros qui ne sert pas à grand chose, mis à part peut-être explorer des grottes, ou simplement se balader grâce à sa vitesse, sa hauteur de saut et les bois, qui protègent mais aussi attaquent avec du saignement. Dans Fossil Fighter Champions, aka l'un des jeux les plus durs à trouver, à un prix raisonnable, t'inquiète pas Vena, on le trouvera un jour, un Céros peut être ramené à la vie et utilisé en combat. Il est d'éléments air et assez bon soignant. Far Cry Primal permet d'en chasser un, avec même un trophée spécial à tuer un mégalocéros au bois rouge, comme dans Carnivore Ice Age, un jeu de chasse aux bestioles éteintes assez médiocre. Dans les légendaires jeux qu'est Elder Scrolls Skyrim, qui je ne sais pour quelle raison possède plusieurs animaux de la glacière, il y a des élans que l'on peut chasser. Malgré son absence surprenante des films, il apparaît dans 2 jeux l'âge de glace, Ice Age Adventures et Ice Age Village, en 4 versions différentes. Ah oui, c'est pas mal. Alors, c'est très probablement le wiki qui raconte des cracks, mais il est censé y avoir 4 espèces du genre Mégalocéros dans le jeu. Mégalocéros obscurus, Pachyosteus, Verticornis et Giganteus. Personnellement, j'y crois moyen, mais bon. Dans Animal Crossing New Horizons, on peut en récupérer un squelette.
Prehistoric Kingdom bien sûr, où il est l'un des 50 animaux prévus pour sortir avant l'Early Access, ce qui fait qu'on a plusieurs images de lui, et notamment de ses 3 skins inspirés de cerfs actuels, tout en gardant ce qu'on sait de la robe du Mégalocéros. Pour les nommer, le cerf élaphe, le daim, enfin je crois, et le renne. Enfin, le Mégalocéros possède quelques mentions assez inattendues. Il est déjà une grande source d'inspiration dans le poème de l'Irlandais Seamus Hanley appelé Bogland, mais surtout il fait partie des rares animaux disparus à figurer dans des armoiries officielles. C'est un trait qu'il partage avec le mammouth, les ammonites et les trilobites, le thylacine, le dodo et quelques dinosaures. En l'occurrence, ce sont les armoiries d'Irlande du Nord, qui voient le lion, représentant la famille royale anglaise, faire face à l'élan irlandais. Malheureusement, ce symbole est aujourd'hui obsolète, et l'Irlande du Nord ne possède plus de blason comme les autres royaumes. Et ça, c'est bien dommage. Bon, vu que l'on connaît bien sa morphologie et ses couleurs, ma représentation de l'animal est bien plus proche de l'original que mes autres, car moins spéculative. Néanmoins, pour les autres couleurs, j'aime en faire un mix entre un daim et un cerf élaphe, avec une robe assez claire et orangée sur le corps avec une crinière plus sombre sur le cou. Certes, ce n'est pas tout à fait en accord avec la théorie consensuelle, mais gardez à l'esprit que si tous ces individus sont de la même espèce, il n'est pas à exclure que certains mégalocéros aient un pelage plus sombre. Et voilà, maintenant l'élan irlandais n'a plus de secret pour vous. Enfin si, mais bon. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ce mammifère. En espérant que cela vous a plu, si c'est le cas, manifestez-vous en commentaire, likez et abonnez-vous. Mes sources sont en description et je tiens à remercier ceux qui ont relu mon script, notamment John Paléoji, grand professionnel en mammifères de l'assaut. Et on se retrouvera bientôt pour un autre Paléo Landscape. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvages.